Je suis Michel Salem-Sermanet, le président de l'association Alumni for the Planet, et je suis très heureux de co-organiser ce webinaire avec voilà, 3 organismes avec qui nous coopérons. Donc INSA Alumni, représenté par son président Aurélien Trouchassou, avec également la CDEFI, qui est représentée par Lionel Torres, et France Université, qui est peut-être représentée, sinon je les remercie en tout cas de leur participation. Et donc ce webinaire a pour thématique comment agir au sein de son école ou université pour transformer le programme de formation, voilà, en cohérence avec les enjeux climatiques et environnementaux. Et la particularité des webinaires d'Alumni for the Planet, co-organisés avec ses partenaires, est de vous montrer par l'exemple qu'il est possible pour toute personne d'agir dans sa sphère professionnelle en faveur du climat et de l'environnement. Voilà, nous faisons cela depuis 6 ans maintenant. Nous avons été créés en 2020. Nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Nous avons la chance d'avoir le soutien du ministère de la Transition écologique et de l'ADEME pour nos activités, en particulier ces webinaires. Nous avons également la chance d'avoir le soutien moral de notre marraine, qui est Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez sans doute, qui est la climatologue qui était la copilote du groupe 1 du GIEC pendant 8 ans, 2015-2023. Voilà. Et donc la contribution de notre association, c'est de faire intervenir de nombreuses personnes, de plus en plus nombreuses, qui dans leur sphère professionnelle, dans leur entreprise privée ou dans leur organisme public, comme ça peut être une école, une université, qui s'impliquent pour faire bouger les lignes. Et nous souhaitons que les participants à ce webinaire puissent être inspirés par les personnes qui vont témoigner aujourd'hui, puisque nous voulons, par ces témoignages, vous montrer que c'est possible, que tout salarié, quel que soit son niveau de responsabilité, quel que soit son secteur d'activité, et là, dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est évidemment le cas, peut contribuer à transformer, à accélérer la transformation de son entreprise ou de son organisme. Et pour vous démontrer cela, donc nous sommes très heureux de faire intervenir Nicolas Godlewski et Nicolas Freud. Donc ça va pas être facile, nous avons 2 Nicolas. Donc dans un premier temps, Nicolas Godlewski, qui est enseignant, mais qui est surtout responsable au sein du Shift Project de leurs travaux sur la formation, l'enseignement supérieur, donc va vous faire un point sur l'enjeu de transformer justement les programmes de formation pour faire évoluer les métiers. Et ensuite, Nicolas Freud va témoigner de son action personnelle depuis plusieurs années au sein de l'école INSA Lyon, d'abord comme enseignant et maintenant comme responsable de la transformation socio-écologique de son école. Donc c'est un exemple au sein d'une école particulière, mais ce que vont vous témoigner les 2 Nicolas, c'est quelque chose qui est valable pour toute école et pour toute université. C'est pour ça qu'à la fois la CDEFI et France Université co-organisent et parrainent ce webinaire. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je passe tout d'abord la parole pour un mot d'accueil également, et en le remerciant encore très chaleureusement aux co-organisateurs de ce webinaire. Donc d'abord Aurélien Trouchassou pour INSA Alumni. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom de INSA Alumni. Alors je suis dans ma voiture, j'ai pas branché la caméra, mais le cœur y est pour ce nouveau webinaire de Alumni for the Planet. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les intervenants, les organisateurs, les co-organisateurs, et bien sûr l'ensemble des participants qui ont choisi ce soir de consacrer une partie de leur soirée à un sujet qui nous concerne collectivement, la transition écologique, et le rôle que nous pouvons y jouer en tant qu'ingénieurs, managers, entrepreneurs, chercheurs ou bien citoyens. L'urgence climatique, la préservation des ressources et l'adaptation de nos modèles économiques nous invitent à repenser nos pratiques. Face à ces défis, les diplômés des différentes INSA ont une responsabilité particulière, mettre leur expérience au service de solutions concrètes, innovantes et durables. C'est précisément l'ambition d'Alumni for the Planet, favoriser le partage d'expériences, comme le disait Michel, la diffusion des connaissances et l'engagement de notre communauté sur ces enjeux essentiels. Ce soir, nous aurons l'occasion d'écouter des témoignages inspirants, de confronter des points de vue
et je l'espère, de nourrir notre réflexion sur les actions à mener dans nos organisations et dans nos territoires. Je profite également de cette occasion pour vous annoncer que le prochain symposium INSA Alumni qui se tiendra l'année prochaine, le 29 mai, sera consacré à un thème particulièrement stratégique, l'écologie dans le bâti. La transformation de nos bâtiments et de nos infrastructures constitue en effet l'un des leviers majeurs de la transition écologique. Et nous aurons à cœur de réunir experts, alumni, acteurs du secteur pour explorer ensemble des innovations, des bonnes pratiques et les perspectives d'avenir dans ce domaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire, riche en échanges et en inspiration. Très belle soirée et merci pour votre présence. Merci beaucoup Aurélien. Je laisse tout de suite Lionel Torres pour la CDEFI de dire également un mot d'accueil. Merci, merci Michel, et merci effectivement de nous avoir proposé aussi la coordination. On est très heureux effectivement de participer à cet événement avec vous. Donc très heureux effectivement de discuter effectivement d'un enjeu qui nous concerne tous, hein. Agir pour transformer les programmes de nos écoles et de nos universités. C'est bien à quoi on essaye de réfléchir au niveau de la CDFI, hein, puisque je pilote et je préside la commission de transition écologique et sociétale au niveau de la commission, donc au niveau de la CDFI. Et peut-être juste rappeler que pour les établissements d'enseignement supérieur et pour les écoles d'ingénieurs, du coup, on a une responsabilité effectivement majeure, hein, dans la préparation des ingénieurs qui auront à relever un certain nombre de défis environnementaux, climatiques, sociaux, économiques. Donc, transformer nos formations, c'est pas simplement ajouter quelques enseignements, on va dire, sur le développement durable. Il s'agit effectivement peut-être de faire évoluer plus en profondeur nos référentiels, nos pédagogies, nos formations, de mieux intégrer effectivement ces enjeux de transition dans les enjeux aussi de décision et de gouvernance, et ça, quel que soit le métier et le secteur d'activité. Et je pense que les alumni ont un rôle essentiel à jouer, de telle manière à montrer aussi le chemin aux élèves ingénieurs. Donc le fait qu'on participe, c'est aussi effectivement à cette co-organisation, c'est une volonté forte aussi de s'assurer que on puisse travailler ensemble effectivement sur ces enjeux-là et de telle manière à pouvoir dresser une feuille de route vis-à-vis effectivement de nos élèves ingénieurs actuellement en formation. Donc c'est vrai que cette transformation est engagée dans de nombreuses écoles, mais il y a encore pas mal d'éléments effectivement à régler. Et ça soulève aussi d'autres questions, mobiliser les équipes, faire évoluer les maquettes, articuler entre la recherche et puis la formation, les attentes des entreprises. Et c'est là que vous avez effectivement peut-être un rôle effectivement important à jouer. Et donc, je pense que cette rencontre a justement cet objectif de partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des pistes concrètes pour accélérer cette dynamique. Donc, moi, je voulais juste remercier chaleureusement Alumni Planète, For the Planet, les collègues de l'INSA Alumni, et puis Nicolas Freud aussi pour son intervention. Et j'espère qu'on va passer tous ensemble un bon moment pour discuter effectivement de ces enjeux, de telle manière à pouvoir former d'une manière plus responsable encore nos ingénieurs. Merci beaucoup Lionel et merci à la CDEFI. Là, je remercie Céline Leroy et Xavier Tessèdre, hein, pour leur soutien dans l'organisation de ce webinaire au nom de France Université. Et du coup, nous entamons donc cette première séquence avec l'intervention de Nicolas Godlewski, qui va nous rappeler ses différentes fonctions, mais là qui va surtout intervenir au nom de ses travaux au sein du Shift Project sur les questions de formation et de métier. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Godlewski, donc voilà, moi j'ai fait carrière dans l'industrie et mon rôle aujourd'hui c'est surtout enseignant et puis je suis copilote donc du cercle thématique emploi, formation, enseignement supérieur chez les Shifters. Alors, quelques mots sur les Shifters, qui est l'association sœur du Shift Project. Il y a souvent confusion entre les deux. Le Shift Project, c'est une association d'entreprises avec des salariés qui a l'occasion d'aller traiter des sujets en profondeur et d'écrire des rapports sur l'enseignement, l'agriculture, la santé, un peu tous les domaines. Donc c'est 35 salariés, une centaine d'experts impliqués. Les Shifters, c'est une association de bénévoles qui travaille avec le Shift Project pour alimenter le Shift Project dans la rédaction des rapports et puis pour aider le Shift Project à déployer. Voilà, comme on est plus nombreux, on est en
en capacité, par exemple, de participer à ce type de webinaire, là où les salariés du Shift Project qui sont très sollicités ne peuvent pas être partout. Et donc, au sein des shifters, il y a un sujet emploi, formation, enseignement supérieur, où on parle à la fois de formation initiale et de formation continue. Donc, on est là pour déployer, supporter les travaux du Shift sur ces deux domaines. Alors, puisqu'on parle d'enseignement supérieur, il y a eu un certain nombre de rapports, hein, c'est un des thèmes sur lesquels le Shift Project travaille beaucoup. Il y a un premier rapport en 2019 qui était sur l'enseignement supérieur en général. Et puis, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis entre 2022 et 2025 sur particulièrement les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles de finance. Donc tous ces rapports, ils s'étaient basés sur des expériences concrètes. Donc typiquement, le travail sur les écoles d'ingénieurs avait été fait avec le groupe INSA. Et donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus, puisque Nicolas pourra rentrer plus dans le détail tout à l'heure sur ce qui s'est passé à l'INSA. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est des sujets importants. Le Shift Project et les shifters, on a un axe sur la décarbonation et donc on voit de plus en plus que c'est un sujet qu'on veut traiter. Mais une fois qu'on a dit qu'il fallait le traiter, il y a quand même un certain nombre de choses qui ressortent, euh, qui est, en quelques mots, le besoin d'avoir des socles de connaissances et de compétences qui soient revus. On a dans l'ensemble de l'enseignement beaucoup de connaissances qui sont disponibles, mais dans tous les études qui ont été faites par secteur, que ce soit côté ingénieur, côté commerce, etc., on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui sont nécessaires, avec un mot qu'il faut réussir à caser dans la conversation quand on parle de transition, c'est la transdisciplinarité. C'est qu'on ne peut pas avoir des approches disciplinaires traditionnelles. Quand on veut faire rentrer les sujets de transition, on a besoin en fait de connecter un certain nombre de disciplines. Et quand on a travaillé, enfin, quand le Shift Project a travaillé avec chacun des domaines de l'enseignement supérieur, ça a fait apparaître le besoin d'aller faire plus de connexions. Par exemple, les ingénieurs, ils peuvent pas faire que de la technique, ils ont besoin aussi d'avoir des compétences en sciences du climat, en sciences sociales, en sciences économiques, en biodiversité, etc. Donc tout ça, le sujet de transdisciplinarité est assez essentiel. Et donc le Shift a proposé des référentiels de compétences avec des socles de connaissances et puis des socles de compétences qui a été mis donc à disposition pour l'ensemble des établissements qui souhaitent travailler sur ces sujets-là. Euh, on n'est pas les seuls, hein, bien évidemment. Un Shift Project a fait des rapports. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années. Il y a le rapport de mission Jouzel Abadi qui a été publié en 2022, qui a donné de grandes orientations. Et depuis 2023, il y a des préconisations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour s'assurer que tous les étudiants ont un socle commun d'une trentaine d'heures, donc 3 ECTS, sur les sujets de la transition écologique pour un développement soutenable. Voilà. Donc ça, c'est suite aux différents travaux alors, du Shift et du rapport Jouzel Abadi et de l'ensemble de la prise en compte, il y a donc cette première préconisation qui était de proposer à tous les étudiants un socle commun. Il y a aussi, en 2024, une deuxième préconisation qui était de former les enseignants. Parce que si on veut que les étudiants soient bien formés, il faut s'assurer bien évidemment que les enseignants aussi aient le bon niveau. Donc il y a au minimum une acculturation et puis potentiellement des formations complémentaires pour travailler la posture pédagogique. Ça a été dit en introduction, et je pense qu'on reviendra dessus, c'est que la façon d'enseigner doit forcément évoluer. Et puis avoir une approche systémique et interdisciplinaire, ce qui n'est pas forcément évident quand on est enseignant dans une discipline, euh, d'aller se connecter avec les disciplines d'à côté. Donc c'est des choses qui prennent du temps. L'écosystème de l'enseignement supérieur est quand même relativement complexe.
avec des orientations qui peuvent être données, avec des cadrages qui sont donnés, mais aussi beaucoup d'autonomie de l'ensemble des acteurs, des universités ou des écoles, qui doivent donc s'organiser localement. Donc il y a un vrai sujet pour réussir à conduire le changement de gouvernance en local. Donc il faut réussir à ce qu'il y ait au niveau de chaque établissement, euh, la mise en place d'équipes qui vont être capables d'organiser le changement, qui vont s'appuyer sur des administrations, des enseignements, des chercheurs qui vont réussir à proposer les évolutions des cursus. Donc ça c'est pas forcément évident. Donc ça demande d'une part que on mette en place un certain nombre de choses, à commencer par trouver de la place dans les maquettes, hein. Une des difficultés, c'est qu'à chaque fois qu'on veut ajouter une heure de cours, il faut enlever une heure de cours. Donc il y a un vrai sujet de réussir à faire rentrer ces sujets-là. Il y a un vrai sujet de cohérence également, pour réussir à ce que l'ensemble du cursus soit tiré par la transition. Des reproches que les étudiants font souvent, c'est que potentiellement le matin, on va leur expliquer comment on plante les arbres et puis l'après-midi, on va leur expliquer comment les arracher. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une cohérence globale dans le cursus. Euh, et puis, du côté des enseignants, il faut aussi s'assurer qu'on ait la capacité à le faire. Tous les enseignants ne se sentent pas compétents, ne se sentent pas légitimes pour aller parler de sujets qui ne sont pas ceux sur lesquels ils ont été formés au départ. Si on est fait des études de droit ou d'électronique, on ne se sent pas forcément légitime pour aller parler de climat ou de biodiversité. Euh, et donc, on se dit, ça va être traité quelque part ailleurs. Donc, il y a un sujet qui est comment on traite de façon globale les enseignements, et puis un sujet qui est comment on fait évoluer chaque enseignement pour aller dans la direction de la transition écologique. Voilà. Donc, les leviers existent et on voit de plus en plus la dynamique au niveau des établissements, parce que les orientations qui sont données par le ministère sont quand même assez fortes. Tous les établissements doivent faire des schémas directeurs direction de développement durable. Tous les établissements doivent expliquer comment ils font évoluer les cursus, comment il faut évoluer la recherche, comment ils font évoluer leur propre campus, enfin, et établissement. Donc avec une stratégie, des plans d'action, de déploiement. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Au niveau des enseignants, il y a aussi beaucoup de formations, de leviers qui se sont mis en place. Il y a des mécanismes qui existent pour aider les enseignants à le faire. Et voilà, les étudiants sont toujours demandeurs que ça aille de plus en plus vite, mais il y a quand même une certaine dynamique qui se met en place et on voit de plus en plus d'établissements qui se transforment. Voilà, donc certains l'ont fait en avance, comme le groupe INSA, et je vais laisser Nicolas parler de son expérience personnelle, mais on voit beaucoup de choses qui se passent ces dernières années pour mettre en application les préconisations qui ont été identifiées déjà il y a quelques temps par le ministère ou des acteurs comme le Chiffre Projet. Merci Nicolas pour cette introduction. Je voudrais juste peut-être poursuivre sur la perception des principaux freins au changement à la transformation des programmes. Alors, je pense il y a des freins qui sont. Alors, il y a une espèce de triangle de l'inaction hein, qui est, chacun pointe du doigt, c'est les étudiants, c'est les enseignants, c'est l'administration qui doit faire. Donc, chacun à son niveau doit agir. Il faut bien voir la complexité de ce qu'est un établissement d'enseignement supérieur, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Et il y a deux éléments qui sont quand même assez importants et auxquels on est très attaché, enfin je dis on, auxquels culturellement on est attaché, qui est l'autonomie pédagogique et la liberté académique. C'est-à-dire que on n'est pas dans un système où quelqu'un au ministère de l'enseignement supérieur ou quelqu'un au ministère de la transition écologique peut dire à tous les enseignants, c'est comme ça que tu dois travailler. Et c'est très bien comme ça. Les établissements d'enseignement supérieur, c'est des établissements qui sont là pour construire du savoir, qui sont là pour diffuser le savoir. Et donc, on n'est pas dans une logique où, quelque part en haut, on peut diffuser les informations. Mais
Le corollaire de ça, ça veut dire que quand on veut faire de la transformation, il n'y a personne pour aller dire à tous les enseignants, maintenant tu dois travailler comme ça. C'est pas comme ça que c'est organisé. Et donc forcément, il y a de l'inertie. Et il y a des enseignants qui sont motivés, et on en voit plein, hein. Il y a des réseaux d'enseignants, enfin il y a le Labo 1.5 qui est un réseau de chercheurs qui est devenu, enfin qui a fait apparaître l'association ISIS. Cette semaine, il y a un colloque qui est à Montpellier sur l'enseignement des enjeux socio-écologiques, donc avec, je ne sais pas combien sont cette année, l'an dernier, il va y avoir 300 participants, donc il y a des enseignants de toute la France qui sont là pour faire changer, mais les enseignants qui changent leurs cours, ça fait pas tous les cours qui sont modifiés. Et là où les étudiants en fait ont une certaine frustration, c'est qu'ils voient une partie des cours qui changent, mais ils voient aussi une partie des cours qui changent pas. Et l'inertie, elle vient en partie du fait qu'on ne peut pas imposer à tous les enseignants de changer leur méthode. Leurs enseignements, je sais même pas un problème de méthode, c'est un problème d'enseignement. Donc, ça fait partie des freins et pour faire ça, c'est les actions qui étaient proposées par le Shift Project et puis qui font partie des préconisations du ministère. Il faut de la formation de formateurs, mais quand on fait de la formation de formateurs, on ne peut pas imposer les méthodes pédagogiques ni les contenus. On peut juste former les formateurs pour ensuite les accompagner à faire passer des messages. Merci Nicolas. Ceux qui souhaitent poser une question ou faire une remarque ou éventuellement apporter un témoignage, avant que l'on passe au témoignage de Nicolas Freud d'INSA Lyon, n'hésitez pas. Claire Vaillant, moi je suis ESTP à Lumni, j'ai créé le groupe Transition et en fait je tiquais un peu sur, en tout cas pour le STP, quand vous dites qu'il y a des attentes très fortes des étudiants. À l'ESTP, on ne peut pas certifier que les étudiants aient des attentes très fortes. J'aimerais avoir un peu les bases ou les éléments qui vont fonder ça, parce que j'aimerais bien, moi, arriver à ce qu'il y ait des attentes très fortes des étudiants, mais ça me paraît pas forcément évident. Ça, c'était la première question. J'en ai aussi une autre qui était sur, vous parlez beaucoup effectivement des professeurs, mais après, il y a dans le STP, dans les écoles, il y a beaucoup d'intervenants qui sont des intervenants extérieurs, qui sont des intervenants d'entreprise et qui ont quand même un nombre d'heures assez importante aussi. Donc, comment faire pour quoi? C'est encore différent, à mon avis, le sujet est différent du sujet des professeurs. Alors, je vais répondre à cette question, pas forcément avec ma casquette shifter ou shift project, parce que le niveau d'attente des étudiants n'est pas forcément quelque chose qui a été documenté par le shift project. Dans les rapports du shift, il n'y a pas de chiffres qui disent 42,7% des étudiants veulent ci et 33,2 veulent ça. Donc voilà. Donc je vais pas parler avec des données venant du shift project, je vais plutôt me positionner en tant qu'enseignant et alumni. Donc, effectivement, moi, je suis du X Urgence écologique. Donc, on a eu la discussion avec Antoine Gontier et puis mes petits camarades de XUE. Donc, tous les étudiants ne sont pas demandeurs, ça, c'est sûr. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont demandeurs et qui sont très demandeurs. Pour prendre juste à Polytechnique, le Binet Next, ils sont, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont partis de quelques dizaines il y a quelques années à une centaine de mémoire cette année. Donc il y a quand même de plus en plus d'étudiants qui sont engagés sur ces sujets-là. Et chez les alumni, les jeunes alumni, hein, pour ceux que je connais, on est de plus en plus nombreux aussi. Et là, ça, si je prends ma casquette enseignant pour le coup, en tant qu'enseignant, moi j'ai une centaine d'étudiants de dernière année à Centrale Supélec. Ils sont pas forcément tous intéressés, clairement. Par contre, j'en ai beaucoup qui le sont et qui sont de plus en plus demandeurs et de plus en plus vocaux sur le fait que, il faut qu'on aborde ces sujets-là. Et je vais faire la transition directement avec la deuxième question, qui est qu'on a des intervenants extérieurs. En tant qu'enseignant, on est responsable des intervenants extérieurs. Donc moi, si je décide de faire venir quelqu'un de Total Énergie, qui est l'entreprise, c'est un petit peu le chiffon rouge. Donc, il se trouve que j'ai des intervenants, j'ai quelqu'un qui vient de Total Energy depuis des années pour parler d'interculturalité, parce que c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde et qui donc peut témoigner du fait qu'il a fait le tour du monde, hein. Et les étudiants râlent en disant ah, mais c'est quelqu'un de Total Energy. Oui, mais il vient pour parler de son expérience d'avoir travaillé avec plein de pays.
Donc je défends ça. Après, j'ai d'autres intervenants d'une autre entreprise. C'est un projet que je fais depuis des années et en toute honnêteté, j'étais même pas rentré dans le détail du projet parce que ça s'est toujours bien passé. C'était un projet qui parlait de transport maritime et en fait, les étudiants ont fait remonter cette année pour la première fois que le transport maritime en question, c'était du pétrole. Donc je dis effectivement, c'est un peu malvenu en 2026 de faire travailler les étudiants sur du transport de pétrole. Sachant que quand j'avais préparé le truc, moi je fais des méthodes. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ils abordent le sujet. Qu'on transporte du pétrole ou quoi que ce soit d'autre, ça change rien au problème, mais il se trouve que c'était du pétrole. Donc c'est ma responsabilité d'enseignant de m'assurer que les sujets, les interventions extérieures sont bien pertinentes. Merci beaucoup et merci Claire pour vos deux questions extrêmement intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour les échanges. Il y a un acteur qui est important pour nos écoles d'ingénieurs, c'est ce qui est même fondamental, c'est la commission des titres d'ingénieurs. Le sentiment, c'est qu'on a l'impression que le référentiel dans le cadre de notre travail normatif qui nous fait travailler évolue peu par rapport justement à ces attentes que vous exprimez avec les ambivalences qui ont été rappelées, qu'on peut vivre dans toutes les communautés. Et je me demandais quelles étaient comment agir plus efficacement vis-à-vis de cette CTI qui devrait être un moteur de transformation et qui aujourd'hui réagit plus qu'elle n'agit en fait. C'est mon sentiment en tout cas, c'est vraiment du ressenti. Alors, dans le référentiel de la CTI, il y a des éléments de transition écologique pour un développement soutenable, qui est le titre du ministère, hein. Il y a des éléments qui ont été ajoutés. Et pour avoir travaillé ces 2 dernières années avec Clermont-Auvergne INP, je vois que Alexis est de Bretagne INP, donc à Clermont-Auvergne INP, on a travaillé avec la CTI. Et voilà, je vais faire un retour. Alors, encore une fois, c'est pas en tant que shifter que je parle ici, parce que la CTI identifié comme un des acteurs, mais le shift n'a pas travaillé spécialement sur ce sujet-là avec la CTI. J'ai vu, moi, des audits CTI où il y a des écoles qui se sont qui se sont pris des réserves parce que ces sujets-là n'avaient pas été suffisamment développés. A contrario, il y avait à Clermont-Auvergne INP un projet d'aller faire des choses vraiment dans le sens de la transition écologique, qui pour le coup a pas convaincu la CTI, parce que le référentiel était peut-être un peu figé par rapport aux besoins. Voilà. Je ne vais pas développer ce truc-là, on va dire, c'est un sujet particulier, mais je dirais qu'en même temps, la CTI a évolué avec des choses qui sont intégrées dans le référentiel. La question, c'est est-ce que ça a évolué suffisamment par rapport aux besoins que j'ai évoqués précédemment, interdisciplinarité, introduction de plus de sciences humaines et sociales et pas que des sciences fondamentales. Voilà, on peut se poser la question et je la pose ici sur la table et ça peut être un grand sujet de débat. Est-ce que on a plus besoin d'avoir des étudiants qui sont capables de parler de biodiversité ou d'adaptation au réchauffement climatique, ou d'étudiants qui sont capables de faire des calculs stochastiques? Voilà, est-ce que dans le tronc commun, on doit avoir des calculs stochastiques ou on doit avoir de la biodiversité? Nicolas parlait des deux ECT qui ont été faits pour former les étudiants, également des modules existants sur la formation des formateurs. Comment est-ce qu'on peut avoir, nous aussi, dans nos entreprises, une inspiration en consultant ces modules? Ces modules sont-ils accessibles voilà, à nous de manière lambda? Et comment évoluent-ils? C'est-à-dire qui participe à leur révision? Alors, il y a un référentiel, il y a beaucoup de données qui sont disponibles sur l'UVED, hein, donc, qui est l'Université virtuelle pour l'enseignement durable, si je me souviens bien. Je me souviens jamais ce que c'est le truc. Donc, c'est l'UVED. Enfin, c'est un site dont une partie des ressources sont disponibles pour faire de la formation personnelle, enfin, disponible à tout le monde. Après, pour faire de la sensibilisation d'entreprise, alors dans la partie formation continue, là on a partie d'enseignement supérieur, dans la partie formation continue, on fait bien la différence entre ce qui est de la sensibilisation et ce qui est de la formation, sachant qu'il y a un peu un mélange entre les deux.
Quand on fait une fresque du climat en entreprise, on fait de la sensibilisation, on fait pas de la formation. Ça s'appelle, souvent, ça rentre sous le paquet formation, mais c'est pas une formation. C'est juste, ah bah tiens, il y a un sujet sur lequel il faudrait travailler, mais après, on retourne à son job. Euh, donc, il y a des choses comme ça qui existent. Typiquement, les fresques, il y a beaucoup de choses qui existent. Les shifters, on a un catalogue aussi qu'on appelle Apprendre, avec des conférences qu'on peut aller faire en entreprise, où on va faire de la sensibilisation. Après, il y a en entreprise accès à des formations, pour le coup, qui sont spécifiques au métier. Il y a beaucoup d'offres de formation qui sont disponibles, qui sont plus adaptées que ce qu'on va pouvoir trouver sur l'UVED, qui est très scientifique, ou les conférences ou les fresques, hein, qui sont, on va dire, plus de, de culture générale. Mais ouais, il y a des formations. Après, le tout, c'est que les entreprises envoient leurs salariés suivre ces formations, ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. On a plutôt un défaut de demande que d'offre. D'accord. Merci. Bien, merci Philippe pour cette question et merci Nicolas. Je vous propose de passer à la deuxième séquence. Je vais demander à Nicolas Freud de témoigner de son expérience personnelle, puisqu'il a fait bouger les lignes, hein, vous allez le voir. Alors, il était peut-être dans un contexte favorable, mais enfin, il a quand même, tout n'était pas simple, hein, et ça vous montre qu'il est possible, hein, pour vous tous et pour vos collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui seraient intéressés, ben voilà, d'agir et d'avoir un impact important au sein de son école ou université. Donc, la première question que je voudrais te poser, Nicolas, je vais te laisser te présenter, hein, bien sûr, dire quel est ton parcours et quelles sont tes fonctions actuellement. Mais la première question sera finalement pourquoi as-tu voulu t'engager? Quelle était ta motivation pour t'engager sur ces enjeux du climat et de l'environnement au-delà de ton métier déjà très riche et très prenant d'enseignant à INSA à Lyon? Merci Michel, bonjour à tous et à toutes. Quelques mots pour me présenter. Donc, je suis un ancien élève de l'INSA Lyon, donc je suis en formation d'ingénieur. Puis ensuite, en sortant de l'école, j'avais fait le choix de devenir enseignant, donc j'ai préparé le concours de l'agrégation de physique. Et puis ensuite, les circonstances ont fait que j'ai pu avoir un poste d'agrégé de physique à l'INSA Lyon, peu de temps après ma sortie de l'école, 3 ans après ma sortie de l'école. Donc j'ai été pendant une dizaine d'années enseignant de physique, puis ensuite, pendant ce temps-là, j'ai fait une thèse, je suis devenu maître de conférence, et puis plus récemment, je suis devenu professeur des universités donc à l'INSA Lyon. Donc actuellement, ma fonction, je suis directeur de la transformation socio-écologique, et donc à ce titre, je fais partie de l'équipe de direction de l'INSA Lyon. Pour essayer de répondre à la question sur ce qui a fait que j'ai eu envie de m'engager, je dirais que bon, faut remonter aux sources, c'est l'éducation que j'ai reçue et la formation que j'ai reçue. Et dans l'éducation et la formation que j'ai reçue, je dirais qu'il y avait l'envie de contribuer positivement à la société et contribuer à peut-être une évolution de la société vers un monde plus durable et plus juste. Et j'ai eu envie de m'engager dans le service public et de faire de l'enseignement, commencer par là. Puis ensuite de la recherche, puisque j'ai toujours eu cette double envie de transmettre des savoirs et puis d'en produire, contribuer à en produire modestement. Et donc, en fait, je pense que ce qui a contribué pas mal aussi, c'est le fait d'avoir un intérêt non seulement pour les sciences de l'ingénieur, pour la physique, mais aussi de garder une curiosité très forte et une ouverture forte aux humanités, aux sciences humaines et sociales, aux arts. Nicolas Godlewski disait que bon, la transdisciplinarité est très importante et la place des SHS est très importante. Alors, dans mon parcours, à un moment, il y a eu, alors je vais pas rentrer dans les détails qui m'ont amené à ça, mais j'ai occupé pendant quelques années les fonctions de directeur du Centre des Humanités à l'INSA Lyon. Donc j'ai eu quelques années où vraiment j'étais plongé dans une équipe d'enseignants de sciences humaines et sociales, de langue, d'interculturalité, d'art.
Et donc, ça a contribué aussi beaucoup à mon ouverture d'esprit et à mon envie également d'aborder les sujets d'une manière très large, très systémique, et notamment de creuser la question de la responsabilité sociale des ingénieurs. C'est un axe qu'on a développé pendant quelques années avec mes collègues au Centre des Humanités. Et quand on pense à la responsabilité sociale des ingénieurs, aux conséquences des activités que mènent les ingénieurs, au fait que les ingénieurs contribuent à transformer le monde, bah, arrivent assez naturellement les enjeux écologiques, les enjeux socio-écologiques. Je préfère cette formulation à celle des enjeux environnementaux. C'est plutôt une transformation du monde. Les limites planétaires, l'anthropocène sont des sujets qu'on a mis assez fortement à l'agenda. J'y ai contribué, mais évidemment avec un très large collectif. Ce que je pourrais vous raconter, alors je vais vous dire modestement ce à quoi j'ai pu contribuer, mais à chaque fois, il s'agit de larges collectifs d'enseignants-chercheurs qui ont contribué à instruire, nourrir ces sujets. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, quelles sont les principales actions que tu as menées pour faire bouger les lignes sur ces questions de formation, en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier avant ta nomination comme responsable de la transformation socio-écologique, comme entre guillemets comme simple enseignant chercheur, puisque c'est ça qui est très intéressant. C'est parmi les participants, il y a sans doute voilà des personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années, et c'est très intéressant, je pense, de leur montrer comment s'y prendre et ce que l'on peut faire quand on décide de s'engager au-delà de sa fiche de poste, qui est dans ton cas, voilà, qui est d'être enseignant-chercheur à INSA Lyon. Donc voilà, si tu peux nous décrire les principales actions, et tu peux aussi bien sûr déborder sur ce que tu as fait depuis que tu es responsable de la transformation. Mais je dirais que la première étape, c'est de se lancer dans des aventures interdisciplinaires, transdisciplinaires avec des collègues. Donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer ce type d'expérience dès les années 2000 avec, on avait ouvert une petite filière pour les bacheliers STI à l'époque, devenu STI 2D, et donc monter des actions pédagogiques un peu particulières pour ce profil d'étudiants qui avaient des besoins différents des bacheliers classiques scientifiques. Donc une expérience précoce de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, et donc ce goût que je continue à cultiver pour un peu gommer les frontières disciplinaires et voilà vraiment monter très librement des séquences pédagogiques avec des collègues de toutes disciplines. C'est ce qui m'a amené à créer des séquences pédagogiques dites Huma-Science, Humanité-Science, avec des collègues dans les années 2010. Et donc, dans ces séquences pédagogiques Huma-Science, on avait commencé à aborder toutes sortes de sujets sociétaux, peut-être un tout petit peu les enjeux environnementaux, mais c'était pas encore très poussé, très focalisé sur ces enjeux environnementaux, socio-écologiques. Ensuite, les circonstances m'ont mis à la direction du Centre des Humanités, et là, j'ai pu pousser cet axe, comme je le disais, responsabilité sociale de l'ingénieur. J'ai pu également faire réfléchir des groupes de travail thématiques, leur proposer de réfléchir à voilà l'anthropocène et en quoi l'anthropocène, les limites planétaires, nous questionnent sur les enseignements, culture, sciences, société, les enseignements de différentes disciplines, comment on pouvait voilà, repenser nos différents enseignements au regard des enjeux de l'anthropocène. Simultanément, alors vraiment avec ma casquette d'enseignant de base, avec deux collègues, on a monté un cours ingénierie et enjeux environnementaux. On l'avait intitulé comme ça à l'époque, 2018. On a pu essuyer les plâtres en parlant à nos étudiants dans l'espace d'une vingtaine d'heures, leur parler des rapports du GIEC, leur parler, à l'époque c'était vraiment la sortie du premier rapport de l'IPBES sur la biodiversité, donc élargir un peu autour des enjeux climat-énergie, même si à l'époque, il y avait quand même un fort focus sur l'entrée climat-énergie. Petit à petit, on a vu que c'était plus large, qu'il y avait des ressources, qu'il y avait la biodiversité, qu'il y avait des modèles économiques, qu'il y avait une réflexion à mener sur
les modèles de société, les futurs possibles, les futurs souhaitables. À l'époque également, en 2018, l'INSA a renoué avec quelque chose qui est inscrit depuis longtemps dans un peu l'ADN de l'école, puisque l'INSA a été créé, l'un des fondateurs était Gaston Berger, et Gaston Berger était le père de la prospective. Gaston Berger était un philosophe, notamment, c'était l'une de ses casquettes, philosophe et fondateur de la prospective. En 2018, on a souhaité ouvrir une réflexion prospective sur l'avenir de l'INSA au regard des enjeux, des facteurs de changement, du monde qui nous entoure. On a appelé ça INSA 2040. On s'est posé des tas de questions sur comment il faudrait faire évoluer la formation, la recherche, les partenariats, les relations internationales, enfin tout ce qui fait la vie de l'école. Et ça nous a amené à un certain nombre de propositions, d'enjeux identifiés d'abord. Et parmi les enjeux, il y avait celui de réinventer la formation pour mieux prendre en compte les enjeux de société, donc notamment les enjeux socio-écologiques. Si vous le souhaitez, il y a eu des publications, des cahiers de la prospective autour de cette démarche. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en tant que participant à cette démarche prospective, j'ai contribué à instiller le plus possible les enjeux socio-écologiques. De fil en aiguille, ça nous a amené, vers 2019-2020, il y a eu convergence de plusieurs mouvements. Un mouvement des étudiants, vous vous souvenez, c'était les grèves pour le climat, c'était Greta Thunberg, c'était le discours de Clément Chouane à Centrale Nantes, voilà, convergence d'un certain nombre de mobilisations étudiantes, convergence avec des initiatives d'enseignants, des initiatives un peu dispersées, et qui avaient le mérite quand même de fédérer un certain nombre d'équipes enseignantes. Et puis, la gouvernance de l'école, la direction, s'est emparée du sujet à ce moment-là. Donc, il y a eu finalement l'alignement institution, étudiants, enseignants. Et là, le directeur de la formation de l'époque, à l'INSA Lyon, a souhaité cadrer les choses et en faire vraiment un sujet institutionnel. Et donc, il a proposé à un collectif d'une vingtaine de personnes d'écrire des notes de cadrage qui avaient vocation à être soumises à nos instances, in fine à notre conseil d'administration. C'est donc ce qui a été fait. On a écrit des notes de cadrage, on les a soumises à nos instances, elles ont été validées par notre conseil d'administration. Et ça a été une étape importante, 2019-2020, parce que ça nous a permis de faire évoluer les maquettes. Nicolas Godlewski évoquait le fait que c'est pas facile de faire évoluer les maquettes, faire de la place pour mettre de nouveaux enseignements. Et grâce à ces notes de cadrage, on a pu acter le fait qu'il allait falloir faire de la place et donc réduire. Alors, les notes de cadrage ne disaient pas comment, mais réduire les enseignements existants. Et les circonstances ont fait que j'ai été nommé chef de projet pour déployer ces notes de cadrage et donc faire conduire ce chantier collectif, faire évoluer les maquettes, créer de nouveaux enseignements dédiés aux enjeux socio-écologiques, viser également une intégration disciplinaire, donc faire en sorte que les enjeux socio-écologiques prennent place dans les disciplines existantes. Voilà, faire que ça percole, que ça infuse dans notre premier cycle et puis dans les départements de spécialité et faire en sorte que, en respectant les spécificités des départements, en respectant la liberté académique des collègues, l'autonomie pédagogique, malgré tout, que ça infuse. Et pour que ça marche, on a notamment mobilisé des groupes de travail thématiques, alors sur l'énergie et le climat et l'anthropocène, sur la biodiversité, sur l'épuisement des ressources, sur l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception, sur les futurs possibles et souhaitables. On a fait travailler des groupes thématiques pendant à peu près 1 an. Et ça a mobilisé à peu près une centaine de collègues. Et je dirais que là, à ce moment-là, quand une centaine et même plus de collègues se mettent en marche, il y a une première étape qui est gagnée. C'est que
finalement, ce qui est un frein, ce qui est notamment le manque de légitimité ressenti par les collègues parce qu'ils se sentent légitimes dans une discipline et moins légitimes sur des thèmes transversaux, ce frein-là est dépassé lorsque collectivement, des enseignants des différentes disciplines se mettent dedans et se rendent compte que par la réunion de leurs disciplines, de leurs expertises, finalement, ils peuvent dire des choses et ils peuvent dire des choses pertinentes et solides scientifiquement. En fait, on n'est peut-être pas légitime individuellement avec une expertise dans une discipline, mais on l'est bien davantage collectivement quand on mobilise ses compétences de différentes disciplines. Donc là, voilà, un premier écueil a été dépassé. Et puis j'aurais envie de mentionner aussi l'accélération produite grâce à la collaboration avec le Shift Project. C'était la même période, 2020-2022. Et là, le Shift Project nous a servi d'aiguillon très fort, nous a piqué un peu, notamment avec ce rapport sur la très faible prise en compte des enjeux socio-écologiques dans les formations en 2019 de mémoire. Il y avait un rapport du Shift Project sur la très faible intégration des enjeux socio-écologiques dans les formations d'ingénieurs. Donc pour nous, ça nous a un peu piqué. Et puis ensuite, on s'est constitué en cas d'étude avec le Shift Project en disant, voilà, le groupe INSA se lance dans l'aventure, essayons de voir ce qu'on peut faire, comment on peut établir un socle de formation sur ces sujets-là. Et là, le Shift nous a donné une certaine visibilité, une certaine médiatisation, et on s'est trouvé quelque part un peu obligé de nous hisser au moins un petit peu à la hauteur de l'enjeu, et donc ne pas accoucher d'une souris autant que possible, et donc réellement avoir une approche un peu transformante dans nos maquettes de formation. Donc, comment, avec cette nouvelle cassette, tu arrives à embarquer l'école pour accélérer? Alors, vraiment, je dirais que à l'origine, beaucoup de choses viennent de la formation. Un certain nombre de choses viennent aussi du fait qu'on avait une micro-équipe développement durable à l'INSA historique depuis au moins une quinzaine d'années, donc notamment un ingénieur développement durable qui avait porté la labellisation des DRS en 2019. Donc ça, c'était déjà un préalable, une étape importante d'avoir ce label des DRS, de regarder le référentiel des DRS qui est un référentiel 360 degrés. Donc là, c'est pas que la formation, c'est la formation, la recherche, le fonctionnement de l'établissement. C'est vraiment voilà toutes les missions et activités de l'école. Ça a commencé à nous préparer. 2023, le directeur me propose de rejoindre l'équipe de direction avec un portefeuille élargi, donc passer d'une casquette de chef de projet évolution de la formation à une casquette plus large de directeur de la transformation socio-écologique, donc couvrant toutes les missions et activités de l'école. 2023, j'ai la chance de participer à la Convention des entreprises pour le climat, qui est aussi un petit choc de voir que voilà, il y a quand même un mouvement puissant au sein des entreprises. Donc ça, voilà, quelque chose d'important. On écrit tant bien que mal une feuille de route dans ce parcours Convention des entreprises pour le climat, mais en pensant au départ que cette feuille de route, pour la déployer, il va falloir mobiliser largement les collectifs au sein de l'établissement, les collègues de différents métiers, les étudiants, les partenaires. Et donc là, ça nous donne l'idée de lancer une assemblée de la transition à l'INSA Lyon, donc un peu sur le modèle convention citoyenne, en s'inspirant de la Convention citoyenne pour le climat, en s'inspirant de la Convention des entreprises pour le climat, en s'inspirant d'autres expériences similaires dans le monde académique. Donc en 2024 se tient cette Assemblée pour la transition qui mobilise 120 personnes pendant 8 journées pleines, qui s'étalent sur un peu plus de 6 mois. En résulte 2 choses, une centaine de propositions concrètes d'orientation et d'action. Et puis en résulte également une dynamique collective, une espèce de puissance collective là, qui se dégage de cette
cette montée en compétences, cette appropriation des sujets par ce collectif de 120 personnes, des étudiants, des personnels INSA, mais aussi des partenaires, et notamment des partenaires entreprises. Et donc, à l'issue de cette assemblée, on a une riche matière première pour élaborer notre schéma directeur, qui est quelque chose que nous a demandé notre ministère de tutelle. Et donc, dans les mois qui ont suivi, on a validé notre schéma directeur développement durable, responsabilité sociétale et environnementale. Et depuis un peu plus d'1 an, on commence à le déployer. Et l'une des premières actions conduites dans le cadre de ce schéma directeur a été le fait de structurer une direction opérationnelle transformation socio-écologique, qui est maintenant une équipe constituée de, on va dire, 6-7 personnes permanentes ou contractuelles, plus des chargés de mission. Donc une petite équipe de 8-10 personnes qui a pour mission de déployer la démarche de transformation socio-écologique au sein de l'école. Voilà, un survol de nos développements récents. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ce témoignage de tout ce que tu as fait depuis voilà, ces 10-15 dernières années, avec progressivement des actions qui, on l'a vu, ont un impact extrêmement important et structurant au sein de ton école. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir les questions. Oui, bonjour à tous. Bah, moi, du coup, j'avais alors à la fois un peu un retour d'expérience et après des questionnements à apporter. C'est parce que, donc en fait, je suis en 3e année à l'INSA Lyon. Donc en fait, je fais partie de la 2e promotion, il me semble, en fait, qui a eu dans les enseignements en fait le cours qui s'appelle Être, enjeu de la transition écologique. Pendant les 2 premières années de l'INSA, la prépa intégrée. Donc en fait, déjà, c'est déjà une belle avancée en fait parce que c'est des promos de environ 700 élèves. Donc en fait, ça fait une grosse part, enfin, ça fait quand même beaucoup de temps en fait dans la prépa intégrée sur 2 semestres. Il y a un cours hebdomadaire de enjeux de la transition écologique. Donc on voit qu'en fait on a réussi en fait à trouver une place à cette thématique-là, en fait, aux enjeux socio-écologiques. Et moi, ma question, c'est que en fait, malgré le fait qu'en fait que les sujets ils soient abordés, pour autant, je dirais pas que ça conduit à une prise de conscience ou à une responsabilisation vraiment très forte des étudiants. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que c'est vrai, alors évidemment, les formats, ils sont assez variés. Il y a des lectures de documents, des présentations, il y a même un format en extérieur où l'idée est d'aller en fait recenser la biodiversité du campus et des environnements autour. Mais malgré tout, on reste dans un procédé assez académique où en fait, on est là pour principalement acquérir des connaissances. Et moi, du coup, voilà, je porte une réflexion sur cette démarche, en fait, qui est seulement, en fait, d'acquérir des connaissances, alors que, comme on a dit, en fait, le problème, il est socio-écologique. Il a principalement, aujourd'hui, je pense que les blocages à l'action, ils sont plus politiques que techniques. Et donc, voilà ce que je viens questionner, c'est pourquoi, comment on peut dépasser un peu ce simple constat et ces simples connaissances académiques pour aller légitimer les étudiants à discuter, débattre d'un problème qui devient forcément politique, en fait, auquel, en fait, personne n'a de réponse complètement. En fait, il n'y a pas de réponse évidente, c'est un problème ouvert, en fait, sur lequel chacun peut se poser des questions. Et moi, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup de laisser la place, de garder toujours ce socle de connaissances, mais de faire un peu plus de place à des débats et en fait sortir un peu de ce carcan académique pour dire aussi que pour légitimer en fait la réflexion personnelle des étudiants et leur point de vue à eux en fait dans ces cours-là, qui peuvent être exprimés mais de manière très subtile dans des présentations, alors que en fait moi, enfin les discussions les plus intéressantes que j'ai eues en fait sur ces sujets-là avec des gens, en fait, c'était en discutant à plusieurs, chacun apporte son point de vue et sans forcément avoir en fait, de dogme imposé par l'école, mais ouvrir des espaces de discussion. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très nécessaire
pour avancer collectivement et se légitimer en fait chacun dans son parcours de prise de conscience et de réflexion sur les sujets. Et Et donc la question, c'est donc voilà comment dans ces cours-là, alors je pense du coup Nicolas que vous êtes pas, enfin évidemment vous n'êtes pas seul en fait dans ce processus-là, mais c'était un peu pour rappeler que euh, on, on peut dépasser les connaissances académiques et ouvrir des vrais espaces de discussion dans ces cours chaque fois que c'est possible. merci Et du Clément. coup, comment est-ce que ça pourrait être éventuellement développé à l'INSA? Merci. Alors, peut-être deux remarques. J'imagine que dans les premières années de ce module enjeu de la transition écologique, enfin, en tout cas, c'est la façon dont j'observe les choses. On a peut-être péché par envie de montrer que ça allait être un cours sérieux, entre guillemets, avec du contenu scientifique, et pour répondre à des critiques en légitimité, ouais, vous enlevez des cours de maths ou des volumes horaires de disciplines dures et vous les remplacez par quelque chose de, entre guillemets, un peu mou. Donc, il y a eu un peu une volonté de la part de l'équipe pédagogique de dire le climat, l'énergie, les ressources, il y a aussi du dur là-dedans. Et on peut mettre du contenu scientifique. Peut-être avons-nous été un peu, du coup, un peu trop soucieux de remplir et de mettre du contenu académique. Il me semble que, comme on en est maintenant à la quatrième année, je crois, de ce cours, petit à petit, on assouplit un petit peu les choses et je pense qu'on donne un peu plus d'espace au débat, au projet, à des modalités pédagogiques qui laissent un peu plus de liberté, de respiration aux étudiants. Et notamment, je souscris tout à fait au fait qu'il y a une dimension politique au sens noble du terme, au sens non partisan du terme. Il y a des enjeux de société et il y a des trajectoires sur lesquelles il faut réfléchir ensemble. Et donc, par exemple, c'est le sens du projet ici, point de suspension, point d'interrogation, qui est un projet de réflexion prospective sur voilà l'enjeu de l'eau, l'enjeu des mobilités, l'enjeu de voilà différentes thématiques chaque année. Vous faire travailler en équipe sur une réflexion ouverte, une réflexion documentée scientifiquement, mais aussi une réflexion sensible, connectée à des enjeux du vivant notamment, et aussi une réflexion en prise avec les sujets socialement vifs, les sujets chauds, les sujets comment comment on répond et non pas comment on apporte des solutions, comment on répond à ces enjeux. Il y a un enjeu évidemment démocratique à apporter des réponses aux enjeux et non pas des solutions seulement techniques, comme on pourrait peut-être avoir un peu tendance à le faire dans une école d'ingénieurs. Merci Nicolas. Est-ce que Nicolas Goleski, tu vas ajouter quelque chose à cette deuxième question qui est aussi sur le format finalement, hein, comme la question avant d'Antoine et qui est très intéressante, hein. Merci Clément. Ouais, il y a un petit schéma qui est, que je ne vais pas montrer, mais que je vais décrire dans le rapport du chiffre sur le rôle de l'ingénieur. Il y a trois mots-clés. Il y a le mot connaissance, le mot compétence et le mot éthique. Les connaissances, et c'est ce qu'on apprend, c'est des savoirs. Voilà, je sais que PV égale NRT, ça c'est une connaissance. Après, donc, il y a des savoirs, il y a des savoir-faire, qui est comment je résous mes équations différentielles. Puis il y a des savoir-être qui sont pas forcément très développé, mais voilà, je dois être capable de parler en public ou de travailler avec mon voisin de bureau. Tout ça, c'est des connaissances. Ce qui nous importe, et c'est un grand changement qu'il y a dans l'enseignement supérieur, c'est le passage vers des compétences. Une compétence, c'est une mise en œuvre d'un ensemble de ressources qui peuvent être des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, pour répondre à des situations complexes. Donc, dans la question, Clément, il y avait une question de connaissance et une question de compétences. On est en train de faire la transition dans l'enseignement supérieur en général des connaissances vers les compétences. Dans le rapport du Shift, on insiste sur des référentiels qui contiennent des connaissances. Il faut savoir ce que c'est que le réchauffement climatique ou la biodiversité.
Et des compétences, il faut savoir avoir une approche systémique pour traiter ces sujets-là dans l'environnement. Et puis, il y a un filtre. Une fois qu'on a des connaissances et des compétences, il doit y avoir une éthique qui est, c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose et qu'on sait faire quelque chose qu'il doit le faire, qu'on doit le faire. Et donc ça fait partie aussi des apprentissages qu'il faut apporter aux étudiants. C'est comment fonctionne le monde, comment on met en œuvre et qu'est-ce qui doit être fait ou pas fait. C'est des changements qui prennent très longtemps, le passage à l'approche par compétence, hein. C'est des choses qui sont en train de se faire dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, hein. Mais c'est compliqué de mesurer. C'est-à-dire que si je vous file une équation différentielle à résoudre, je vais savoir, puis surtout en maths et en physique, c'est facile, hein, le résultat, il est bon ou il est pas bon. Quand on est sur des compétences, c'est plus difficile de faire de l'évaluation. Donc, pour les enseignants, pour les administrations, c'est plus facile d'avoir un truc à remplir que une évaluation de compétences à faire. Les évaluations de compétences, ça passe par des mises en situation. Et c'est beaucoup plus soft que hard. Et voilà, quand on est scientifique, on aime bien les trucs qui sont objectifs et on a du mal à gérer un peu le subjectif. Et donc on est un peu dans c'est très bien de vouloir changer, mais moi je vais évaluer les compétences en mettant en faisant un- de résoudre des équations de mathématiques. Et puis à la fin, si j'ai plus de 14, je valide la compétence, et si j'ai moins de 14, je la valide pas. Je caricature un petit peu, mais le changement des connaissances vers les compétences est compliqué. Quand on parle de Oui. transition, il faut être dans une approche par compétence plutôt que dans une approche par connaissance. On s'en fout, enfin on s'en fout. Il faut savoir euh, comment fonctionne le réchauffement climatique et quelles sont les problématiques de biodiversité. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les compétences pour intégrer ces problématiques-là dans les métiers. Merci, Nicolas. Il y a deux questions. Aurélien Truchassou. Quand on voit le niveau d'expertise de nos députés en sciences, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévoir des cours de sciences politiques dans nos écoles pour former nos ingénieurs à entrer dans la vie active et prêcher la bonne parole dans les mairies, dans les quartiers, au Sénat et voire plus haut. Il y a une grande question sur quel est le rôle de l'ingénieur. Et donc, c'est des choses qui apparaissent explicitement dans les rapports du Shift, et c'était des débats qu'on a beaucoup au sein des shifters et qu'on essaye de porter dans les écoles d'ingénieurs en particulier, sur quel est le rôle de l'ingénieur. Et le rôle de l'ingénieur, en partie, il doit avoir, alors on appelle ça un rôle politique, hein, pas au sens il faut qu'il s'engage dans des partis, mais au sens où il doit participer à la vie de la cité. Donc oui, après, est-ce que ça doit prendre la forme de cours de sciences politiques dans les écoles? Je ne sais pas, mais par contre, il doit y avoir une sensibilisation et une incitation à ce que les ingénieurs prennent leur part dans la vie collective et se disent pas juste, moi, je suis assis dans mon coin et je fais ce qu'on me demande de faire. Si on me demande de planter des arbres, je vais planter des arbres et vice-versa. Merci, Nicolas. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais prendre une ou deux dernières questions. Il y a Philippe. Moi, je suis dans le monde de l'entreprise et j'ai une vraie réflexion sur comment vous avez calibré la réussite de ces plans de formation, que ce soit des professeurs, que ce soit des étudiants, pour qu'ensuite, il y ait une vraie application dans la vie professionnelle. Moi, de ce que je vois au niveau de l'entreprise, extrêmement peu de sociétés appliquent des critères de ESG. Et il y a plein de labels qui existent. Là, je suis aux États-Unis. B Corp, ça existe depuis 20 ans. Il y a 2500 sociétés aux États-Unis qui sont B Corp sur 36 millions de sociétés. Donc, pour ne pas, donc déjà félicitations pour l'action parce qu'en effet ça bouge, c'est bien. Mais j'ai une vraie question sur comment vous calibrez cette stratégie de formation pour qu'ensuite il y ait vraiment un résultat tangible. Et je pense qu'en effet ce résultat il peut être, comme le dit Aurélien, en s'impliquant dans la vie politique, mais il est aussi en s'impliquant dans nos structures. Et j'avoue avoir un doute sur ouais, ce caractère tangible de est-ce que ça va vraiment se traduire ensuite euh, comme ingénieur opérant dans une entreprise avec une action réelle. Voilà.
Alors, Tu Elle est veux Nicolas, pour les répondre? Nicolas et elle est pour Michel aussi. Et pour tout le monde. Nicolas, je te Ça me laisse semble, répondre pour l'INSA. ça me semble extrêmement difficile de répondre à cette question. En termes de compétences, la compétence éthique et la réflexion critique sont majeures. Après, calibrer ou garantir que les étudiants vont pouvoir jouer un rôle, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. En revanche, ce qu'on affirme, et ça, c'est quand même une avancée, c'est que il y a un discours maintenant institutionnel de l'école. Là, je parle pour l'INSA Lyon, un discours institutionnel de l'école qui dit que on cherche à former des ingénieurs acteurs de la transformation, de la transition socio-écologique. On fait référence explicitement aux donuts. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, les limites planétaires et le plancher social. Et donc, on veut que nos étudiants jouent un rôle, soient acteurs de la transition vers ce monde écologiquement sûr, qui respecte les limites planétaires, et socialement juste, qui respecte le plancher social ou les besoins essentiels humains. Après, quant à calibrer ou garantir, aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas capable. est-ce que Nicolas Golewski, tu veux en 1 minute rajouter quelque chose? Ouais, alors je vais avec ma casquette shifter, donc dans les rapports du shift, il y a un certain nombre de référentiels qui sont proposés et qui incluent ces choses-là. Donc on s'attend à ce que les étudiants aient ces compétences, comme le dit Nicolas pour l'INSA. À Centrale Supélec, on a une compétence qui est éthique et soutenabilité. Quand nos étudiants sont diplômés, ils doivent avoir démontré qu'ils sont capables de traiter l'éthique et la soutenabilité. Après, j'avais envie de répondre à la question avec, en prenant le truc de l'autre côté. C'est que les entreprises sont de plus en plus demandeuses aussi. Je parlais d'offres et de demandes tout à l'heure. Les stratégies des entreprises, quand on regarde les livres blancs des filières, que ce soit bâtiment ou mobilité ou je ne sais quoi, toutes les filières sont en train de se mettre en ordre de marche pour dire, bah, nous, il faut qu'on se bouge un petit peu parce qu'on a besoin de nouvelles compétences, hein, pour réussir notre transition, pour faire au minimum notre adaptation et même notre atténuation, parce qu'il va falloir qu'on arrête. Là, la semaine dernière, j'étais avec des gens d'ArcelorMittal, ils savent bien qu'il va falloir arrêter de cramer du charbon pour faire de l'acier, quoi. Euh, et donc les entreprises vont être demandeuses de ça aussi. Donc quelque part, les étudiants, il faut qu'on les forme à répondre aux besoins des entreprises de demain. Le problème, c'est que les livres blancs des filières, ils sont pas forcément déclinés. Et quand les entreprises disent stratégiquement, je dois développer ces compétences, mais là, tout de suite, je vais embaucher un jeune qui sait faire des prompts IA parce que il faut que je déploie l'IA. Je sais pas trop encore à quoi ça me servir, mais demain, il faut que je fasse de l'IA. Et donc, il y a un peu un écart entre cette vision de long terme où on sait qu'on va avoir besoin de ces compétences-là et la vision de court terme où, en fait, on recrute pas forcément sur ces critères-là. Merci Nicolas. Alors, il nous reste 5 minutes. Dans les 5 dernières minutes, je vais euh, demander aux deux Nicolas, hein, un peu de nous dire, hein, le mot de la fin, qui serait euh, finalement, quel conseil pratique vous pourriez donner aux participants? Moi, je dirais le premier conseil, c'est alors pour les gens dans les écoles, c'est utiliser la liberté que vous avez. Euh, et donc, il faut s'aventurer un peu hors des sentiers battus sur ces sujets de transformation. Euh, et nos statuts d'enseignants, enseignants-chercheurs, en général, nous le permettent avec une prise de risque, mais une prise de risque limitée. On va pas se faire licencier si on sort un petit peu des sentiers battus et si on a une publication de moins dans un journal à comité de lecture. Mon deuxième conseil, c'est de jouer vraiment la coopération et de passer du temps à nouer des liens et à être dans des relations authentiques avec des collègues, des partenaires, des étudiants. Euh, S'appuyer sur les cadrages institutionnels. Alors c'est plus une motivation extrinsèque, c'est pas l'essentiel, mais ça nous aide. On a des cadrages institutionnels qui nous poussent à investir, à modifier les maquettes, à créer de nouveaux enseignements. Euh, voilà. Et puis j'aurais envie de conclure en disant, en fait, la partie, elle est de longue haleine.
et on est face à un iceberg, et on pourrait se dire, on s'occupe de ce qui est visible, mais en fait, il faut plonger et s'occuper de la partie invisible, de la partie immergée de l'iceberg. Et la partie immergée de l'iceberg, c'est c'est des structures, c'est des croyances, c'est des représentations, c'est des paradigmes. Et vraiment, la transformation socio-écologique, c'est une transformation en profondeur, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de posture professionnelle. Donc, il faut vraiment descendre sous la surface et s'attaquer au dur du changement. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces mots de conclusion. Nicolas Godlewski, le mot de la fin. Ouais, bah, le mot de la fin, je pense que enfin, tout le monde peut agir. Ça, c'est une information importante, qu'on soit étudiant, on s'engage dans des associations, qu'on soit enseignant, on fait évoluer ses enseignements, et puis on discute avec les collègues d'à côté pour qu'ils le fassent aussi, parce qu'on peut agir autour de soi. Quand on est dans son entreprise, on peut agir aussi, et quel que soit l'endroit où on est, on peut aller porter des messages, on peut aller essayer de demander des formations ou de proposer des séminaires. Donc chacun peut proposer dans son périmètre, hein. Et puis, je vais terminer par une page de publicité. Chez les shifters, on fait ça au quotidien, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alumni Force de Planète fait des actions et les shifters font aussi des actions et on peut aider à déployer ces choses-là auprès de différents acteurs. Merci beaucoup, Nicolas, et merci aux shifters, hein, et merci à votre coopération avec INSA Lyon et les écoles INSA plus généralement. En mot de conclusion, de mon côté, je vais également faire une toute petite publicité pour dire que nous sommes disponibles bénévolement, hein, pour venir aussi dans les écoles, témoigner auprès de l'ensemble de l'écosystème, hein, personnel, enseignants et étudiants, ce que vient de dire Nicolas, en fait, qu'il est possible d'agir, puisque depuis 6 ans, finalement, Alumni for the Planet a rencontré des personnes extraordinaires, comme Nicolas Freud ce soir, qui se sont engagés et qui ont réussi à vraiment avoir une action très impactante au sein de leur entreprise ou de leur organisation publique. Et nous pouvons venir avec certaines personnes qui peuvent témoigner, ou nous pouvons voilà, témoigner nous-mêmes, puisque nous en avons fait un ouvrage, hein, qui est paru l'année dernière. Agir pour le climat dans son entreprise, c'est possible. Voilà, et nous intervenons dans plusieurs écoles, hein, pour témoigner de cette possibilité d'action, hein, qui est nécessaire, hein, pour réussir la transformation de notre société, qui doit être une transformation à la fois en profondeur et rapide. Et comme l'a dit Nicolas Freud, il y a un énorme iceberg là qu'il va falloir attaquer de tous les côtés, hein. Donc n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de représentants d'écoles ou d'universités dans la salle, à nous solliciter. On va bientôt d'ailleurs aller à INSA Rouen, on va aller à l'université à Paris-Saclay. Voilà, ce sont des exemples à la rentrée. Donc n'hésitez pas pardon, à nous solliciter. Je termine en vous disant, surtout n'oubliez pas de renseigner le petit questionnaire, hein, ça vous prendra 2 minutes et c'est important pour qu'on ait un retour. Et le mot de la fin, c'est bien sûr un grand remerciement à tous les participants, hein. On était une soixantaine à peu près ce soir, ce qui est très bien. Je remercie de nouveau les 3 organisations qui ont organisé ce webinaire avec nous, hein. Aurélien d'INSA Alumni, hein, Lionel Torres, hein, pour la CDEFI, également France Université. Et je remercie très, très, très chaleureusement Nicolas Godlewski et Nicolas Freud pour leur intervention et leur témoignage vraiment passionnant.